Merci pour l'invitation. En tout cas, alors, je suis content de passer 2 semaines ici là, à discuter avec vous de l'imagerie ultrasonore. Alors moi, on fait plus du contrôle non destructif, ce qui a été le cas aussi, puisqu'on le cas un peu ici. Ce que je vais présenter est quand même plutôt orienté vers le CND, parce que notamment sur la notion de parcimonie là, qui s'applique bien aux images de CND qui sont très creuses. On va expliquer tout ça. J'ai peur de virer le bouton, là, je vais le laisser, tant pis, sur le haut, ce truc-là. Bon, le CND, tout le monde connaît, NDT en anglais. L'idée, c'est de chercher des méthodes pour inspecter des matériaux sans les abîmer, pour soit suivre l'état de santé de pièces industrielles, soit pour éventuellement détecter, caractériser des défauts à la fabrication, et puis, de manière plus générale, pour évaluer des propriétés de matériel par différentes méthodes. Alors, il y a tout un tas d'applications, je vais passer vite là-dessus, parce que ce n'est pas le cœur de ce que je vais vous raconter. Les ultrasons là-dedans, c'est pas la seule modalité de CND, mais malgré tout, elle présente un certain nombre d'intérêts. En particulier, c'est pas cher par rapport à des méthodes de type tomographie, à rayon X, ou des choses comme ça. C'est transportable, on peut s'en servir dans tout un tas de contextes. C'est pas ionisant quand on va regarder du vivant, hein, ça c'est plutôt plus préférable. C'est flexible, etc. Et puis la lecture est assez directe par l'interprétation experte des signaux acquis ou des images. En revanche, tout est pas gratuit. Il y a quand même à payer une perte en résolution par rapport à des méthodes d'imagerie plutôt basées sur les hautes fréquences électromagnétiques type rayon X. C'est que on va revenir sur cette notion de résolution que nous on va chercher à améliorer à coup de méthodes dites inverses. Pour essayer. Alors là, cette image, je la représenterai un peu tout à l'heure. Là, on cherche à détecter des trous qui sont séparés, qui sont de plus en plus proches quand on va de gauche à droite. Là, et puis bon, par des méthodes classiques d'imagerie, on voit bien que un trou devient une tâche, quoi. Donc c'est ça qui nous embête ici. Donc voilà, je vais vous parler un peu des données ultrasonores pour le CND. Dans ce groupe, je pense que c'est pareil, on va peut-être pouvoir aller assez vite là-dessus, vous me direz. Un peu de problème inverse, c'est de méthode régularisée. Donc ça, c'est plutôt mon domaine, là-dessus que je consacre une partie de mon activité de recherche, de manière plus générique. Et puis après, pourquoi des modèles à base d'informations de parcimonie, sparsity, et comment on estime tout ça. Puis après, je vais essayer de passer un peu plus de temps sur des résultats, de ce qu'on peut faire sur des problématiques de type CND, contrôle non destructif. Voilà. Le principe de la mesure ultrasonore, vous connaissez, on envoie une impulsion ultrasonore par un émetteur. L'impulsion se propage dans un milieu. Quand l'onde ultrasonore rencontre un réflecteur, on va dire une perturbation de l'impédance acoustique, une partie de l'onde va se réfléchir, et puis, dans l'autre sens, ça va se réfléchir, et la réflexion va être captée par le récepteur, et puis ça va produire un écho. Et puis à partir de ces échos, on va chercher à faire parler ce qui s'est passé dans le matériau. Historiquement, la base en CND, c'est de regarder vraiment ce genre de principe, mais avec un seul capteur qui joue à la fois le rôle d'émetteur et de récepteur. C'est encore l'actualité dans tout un tas de domaines, parce que c'est très court, c'est très petit, c'est portable, et puis la lecture est souvent quasi instantanée, hein, ça se transporte, ça va même sous l'eau, pas de problème. Donc c'est ce qu'on appelle des ASCAN, hein, quand on va récupérer un signal d'écho. Et puis, bon, alors la limitation que je vois à ça, c'est quand on envoie une onde ultrasonore, cette onde, elle n'est pas infiniment courte, elle a une certaine largeur d'impulsion qui est liée à sa fréquence. Et donc, plus on est haute fréquence, plus l'onde est courte, mais plus on est haute fréquence, moins elle se propage facilement dans le matériau, plus vite elle s'atténue. Et donc, il y a un compromis à trouver entre la fréquence des sondes et la profondeur de pénétration, si bien qu'on peut être amené à avoir des problèmes. C'est ces problèmes-là qui m'intéressent, c'est lorsque les échos vont se mélanger parce que la fréquence est trop basse. On a besoin de basse fréquence pour aller loin, mais en revanche, ça va produire des échos qui vont se mélanger s'il y a un peu plusieurs réflecteurs
qui vont interférer, disons, dans le signal d'écho. Et puis, là, la lecture est moins évidente. Hein, c'est savoir qu'est-ce qui s'est passé là-dedans quand on a un mélange d'écho suffisamment proche. Et du chevauchement, du recouvrement, ce qui fait aussi des pertes de résolution. Cela dit, maintenant, je vais dire même en CND, parce que je pense que c'est venu après par rapport à l'imagerie médicale, mais maintenant quand même, on voit quand même se développer beaucoup de sondes multi-éléments, donc c'est plutôt des sondes pour cette allure-là, dont on va se servir pour faire de l'imagerie. On va avoir un ensemble de capteurs qui vont jouer le rôle successif d'émetteurs et de récepteurs. Le capteur, l'émetteur 1 tire, et puis on va écouter avec tout le monde les échos, etc. Chaque capteur va jouer le rôle successif d'émetteur, tout le monde écoute. Ça, c'est la modalité classique en CND qui s'appelle FMC, Full Matrix Capture. On capture comme ça un ensemble de, si j'ai un capteur, j'ai n carré signaux temporels à ma disposition après pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le matériau. Ce qui vous produit comme ça. Alors là, je ne sais pas si vous allez bien voir en visio, je pense que vous n'allez pas voir grand-chose, mais à l'écran, vous voyez peut-être pour violet, j'ai des trous, là, une sonde multi-éléments, là, et puis finalement, j'ai une collection comme ça de signaux temporels, je sais les données. Si je les regarde comme ça, ce n'est pas très parlant, hein, mais j'ai l'information qui contient les échos de ces trous, et puis les échos de fond au fond. La méthode standard pour reconstruire une image à partir de cet ensemble de signaux, ce qu'on appelle la méthode de delay and sum, donc décalage et sommation, hein, où finalement on va partir du principe que j'ai tiré avec un émetteur UI, je reçois avec un émetteur VJ, je vais reconstruire ce qui s'est passé le long des chemins de propagation pour aller de UI à VJ, en passant par un potentiel réflecteur situé en une coordonnée XZ, là. Je connais le temps de transport de l'onde qui va de UI à XZ qui revient à VJ, hein, c'est Pythagore, hein, en gros. C'est étant la vitesse du son ici. Et puis comme ça, je vais reconstruire de manière cohérente. Si j'ai vraiment un réflecteur ici, je vais reconstruire, je vais sommer sur l'ensemble des signaux ajoutés au bon temps de vol. Hein, donc je vais construire une image en XZ, X coordonnée latérale, Z c'est la profondeur. Je vais sommer l'ensemble des traces ultrasonores remises en beau temps de vol. Hein, si j'ai un réflecteur, si j'ai vraiment un réflecteur en XZ, les contributions dans chacun de ces signaux vont s'ajouter. Ça va me donner une haute intensité. À l'inverse, si j'ai rien, je vais quand même mesurer quelque chose qui est non nul, hein, parce que je ne force rien là-dedans. Mais en revanche, en sommant, on espère que les interférences vont plutôt être destructrices, c'est-à-dire vont se compenser et donner des faibles valeurs. Voilà. Donc ça, c'est la méthode de base qu'on peut implémenter, soit numériquement après l'acquisition des signaux ou au cours de l'acquisition des signaux, ou soit historiquement de manière plutôt hardware, notamment médicale. Voilà, ça j'ai dit. Alors, donc, ça c'est bien, c'est linéaire, c'est rapide. Hein, au fur et à mesure que vous acquérez les données, vous pouvez construire votre sommation. Hein, c'est très rapide, très temps réel, mais il y a toujours une limite en résolution, hein, ce qui fait que ces signaux-là contiennent encore la forme de la trace ultrasonore, là, qui est une largeur d'impulsion non nulle, si bien que si j'ai des réflecteurs assez proches, eh je vais avoir encore des histoires d'interférence et de la difficulté à séparer les échos. Vous voyez, là, j'ai simulé deux échos proches. Voilà, on voit les deux traces qui sont proches, mais là, elles sont un peu plus proches. Et finalement, elles vont se mélanger dans mon imagerie, dans mon processus d'imagerie linéaire. C'est là que moi, je parlais de limite de résolution. Voilà. C'est dommage, ça masque un peu les titres, le truc, là, mais je ne vais pas trop le bouger. On va le laisser. Alors, donc, du coup, là, nous, ce qui nous a intéressé de faire avec notamment les doctorants Ewen et Nance, hein, c'est d'aborder des problèmes d'amélioration de la résolution sous l'angle des problèmes inverses. Alors, de manière très, j'ai deux planches comme ça plus génériques sur ce qu'on entend par problème inverse et puis comment on peut s'y prendre pour les résoudre. Bon, là, j'ai repris l'exemple en indé, disons,
d'une séquence de réflectivité là, qui viendrait localiser comme ça des discontinuités d'impédance acoustique qui sont présentées par les valeurs non nulles en bleu. J'ai un processus de mesure de type j'envoie une onde et je regarde les échos. Et puis je reçois des échos qui sont localisés au temps de vol correspondant aux valeurs non nulles dans X ici, etc. Voilà. Et puis j'ai bien sûr du bruit de mesure en particulier. C'est un processus de mesure qui est linéaire. La superposition d'entrée vont me donner la superposition des échos en sortie. Donc, je vais pouvoir modéliser ça sous cette forme. Y égale hx plus epsilon. Y, c'est un vecteur qui contient l'ensemble de mes données. X, c'est la séquence que je cherche à reconstruire. H, c'est le processus de mesure. Typiquement, c'est une matrice de convolution. C'est un filtre. C'est mes échos qui vont se répéter lorsqu'il y en a besoin. Voilà. Epsilon, un terme de bruit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un modèle direct, qui modélise les données Y en fonction de ce que je cherche à reconstruire X. Donc de bol, j'observe pas X, j'observe Y, et j'ai de la perte d'informations là-dedans, parce que H, c'est mon capteur, c'est ma largeur d'impulsion non nulle, donc j'ai perdu des hautes fréquences en particulier. J'ai filtré cette séquence bleue pour avoir le signal rouge, et j'ai du bruit. Donc ça, c'est pas bon. Et quand bien même je pourrais chercher à estimer directement X à partir de Y, typiquement en allant faire un ajustement de type moindre carré, modèle linéaire moindre carré, vous avez plein de points qui passent à peu près par une droite, vous cherchez la meilleure droite. L'estimateur est linéaire, c'est simple à faire, mais bon, dans le cas d'un modèle comme ça, finalement, cet opérateur, c'est ce qu'on appelle l'inverse généralisé, peu importe. Donc, je retrouve bien, donc je n'ai pas de biais, j'ai un terme qui me dit que ce que je retrouve en cherchant le meilleur modèle qui colle à mes données, c'est effectivement ce que je cherche, le X que je voudrais, mais avec un terme de variance ici qui est dû au bruit, epsilon, qui est un terme de bruit. Et ce terme de variance, ce terme de bruit va être amplifié par la nature mal conditionnée de l'opérateur H, parce que j'ai viré des hautes fréquences. Typiquement, c'est ça. Alors qu'est-ce que ça fait en pratique? Ça fait ça. Donc là, c'est une simulation. Donc là, j'ai un signal X qui est composé d'un train d'impulsion comme ça, et puis j'observe les données Y. Donc là, c'est des données synthétiques générées selon le modèle. Donc j'ai juste mis un tout petit peu de bruit. Vous voyez, 30 dB, on ne le voit même pas à l'œil nu. Là. Si je zoomais un peu, je verrais un peu, mais j'ai pas beaucoup de bruit, mais seulement j'ai une convolution. Et puis si je cherche à inverser brutalement ce modèle, eh bien, ah oui, donc en Fourier, donc la séquence verte, là, c'est des trains d'impulsion, donc il y a de l'énergie à toutes les fréquences, c'est quelque chose, je peux dire, quasiment blanc. J'ai une somme de delta, donc j'ai des déphasages entre les deltas, mais il y a quand même de l'énergie partout. Alors qu'une fois que c'est passé par mon instrument de mesure, eh bien, j'ai la réponse en fréquence du filtre, là, et puis finalement, j'ai perdu pas mal d'informations à haute fréquence, mais j'ai du bruit qui lui est à haute fréquence, qui lui est blanc et partout. Et si j'inverse, finalement, qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer quelque chose qui est comme ça, qui n'est pas beau. J'ai entouré, là c'est 10 puissance 11, là je suis entre moins 1 et 1, là si j'inverse, si j'avais zéro bruit ici, plus l'infini ici, je reconstruirais parfaitement ma séquence. Mais là, j'ai ma séquence plus un terme de bruit, vous voyez qu'en 10 puissance 11, c'est complètement dégénéré, à cause de la nature mal posée de mon problème, mal conditionné de mon opérateur H en tout cas, qui fait que je suis déficient en information. Donc ça ne suffit pas. Donc quand on fait des problèmes inverses sous ce genre de modèle, une approche classique, c'est de se dire, je vais rajouter quelque chose. Donc je veux coller à mes données, je veux avoir un modèle suffisamment précis. Donc c'est mon terme de moindre carré, je le garde, celui-là il me va. J'ai envie d'avoir un X qui est proche de Y, pas tel que Hx est proche de Y. Mais je vais rajouter des contraintes ou un terme de régularisation, histoire que ça se passe mieux d'éviter de partir à 10 puissance 11. Voilà. Donc je vais m'écarter un peu du modèle pour favoriser d'autres informations que je connais, que je vais traduire a priori sur ma solution. Voilà. Donc du coup, ça transforme, alors mes moindres carrés qui étaient tout à l'heure, qui était gentil, qui était un estimateur linéaire facile à calculer, maintenant, il faut résoudre un problème d'optimisation, donc on va payer. On va payer le coût de calcul de résoudre un problème d'optimisation numérique.
mais on prend ce parti, que c'est sur nos problématiques, on est prêt à dédier un peu de coup de calcul. Et puis la question qu'on va se poser ensemble, là, c'est qu'est-ce que je mets là-dedans pour qui soit compatible avec ce que je cherche. On va chercher, quand on minimise une somme de deux termes, on minimise un peu les deux, donc je cherche des fonctions R qui prennent des valeurs petites pour les séquences qui m'intéressent, que ce soit des séquences indé ou des images. Je cherche une fonction, je vais minimiser cette fonction R, puisque je vais minimiser ça plus ça. Donc je cherche à construire une fonction R qui favorise les solutions qui m'intéressent. C'est là qu'il y a une notion de parcimonie qui intervient. Donc, on part de l'hypothèse qu'effectivement, la réflectivité acoustique, c'est quelque chose qui est parcimonieux, c'est-à-dire qui est nul la plupart du temps, enfin, la plupart de l'espace plutôt. Parce que les matériaux qu'on va regarder, ils sont plutôt homogènes, ils réfléchissent pas. Ils réfléchissent pas d'onde acoustique en tout cas. Les seules réflexions qui arrivent, c'est lorsque je rencontre un défaut, lorsque je rencontre une discontinuité, mais dans un matériau homogène, sans grain, les métaux par exemple, c'est quand même généralement le cas. Donc finalement, on va juste chercher quelques valeurs non nulles, que ce soit dans une réflectivité 1D comme ça ou dans une image. C'est le parti pris qu'on a, c'est qu'on veut favoriser le fait d'avoir plein de zéros dans ce qu'on cherche. C'est ce qu'on appelle la parcimonie. Alors moi, c'est un de mes champs de recherche. On s'intéresse beaucoup à des méthodes qui vont favoriser le fait qu'on ait des zéros dans une solution d'un problème de moindre carré. Comment mettre à zéro la plupart des valeurs de x? Alors formellement, je me sers de cette notation parce que je vous raconterai un tout petit truc après. Voilà. Ce terme-là, ça compte le nombre de composantes non nulles dans un vecteur, ce qu'on appelle la norme L0. Alors, ce n'est pas une norme pour les puristes, vous me le passerez, on va faire avec. Je compte le nombre de composantes non nulles. Voilà, je cherche une solution qui colle à mes données, mais avec, allez, 10 composantes non nulles, par exemple. C'est un paramètre à régler, bien sûr. Ou plutôt que de contraindre par le nombre de composantes, je peux pénaliser, comme on a vu tout à l'heure, là, R de X, là, puis je peux mettre pénalisé par la norme L0 avec un facteur de poids qui va dire que j'ai plus ou moins de composantes non nulles aussi. Voilà. Donc ça, c'est notre parti pris. Le filtre adapté, est-ce que je vais parler du filtre adapté? Un petit peu quand même, parce qu'il y a un petit lien avec les corrélations. Vous êtes assez spécialiste, vous êtes plus que spécialiste ici. Le filtre adapté, je vais le présenter autrement. Je vais dire, tiens, je repars de mon modèle linéaire et puis j'ai une solution qui est tellement parcimonieuse que je cherche un point non nul, une valeur non nulle dans X, une seule. Donc ça revient à dire, donc j'ai un problème de type convolution, là j'ai ma matrice H, j'apprends tout. Je pourrais faire autre chose, mais ça m'arrange sur une convolution pour le problème que je présente ici. Donc c'est juste la forme d'onde qui est décalée comme ça dans le temps, et puis je vais chercher à localiser où est-ce que sont mes échos en sélectionnant des colonnes dans H, comme ça. Et là, j'en cherche juste un. Donc si j'en cherche juste un seul écho, il faut juste que je trouve la bonne colonne, l'endroit où est placé ce défaut. Là, le HK, là, c'est la k-e colonne de ma matrice grand H. Et puis, j'ai le droit d'avoir une seule colonne non nulle avec un coefficient devant. J'ai le droit d'adapter ça, et puis je cherche la meilleure valeur et le meilleur coefficient. Donc, si on développe ça, on voit rapidement que ça revient à sélectionner la colonne, la position de défaut, là, qui va maximiser le produit scalaire entre cette colonne et mon vecteur de données, ce qui est en gros la corrélation entre les différentes positions possibles de mon écho par rapport à mes données. Donc, ça maximise la séquence d'intercorrélation. Donc, c'est quelque chose qui marche très bien. Donc, ça s'appelle filtre adapté. Je pense que le vocabulaire, il vient du radar, hein, mais on fait ça beaucoup aussi dans d'autres domaines. Et puis, donc là c'est typiquement, vous voyez, là, j'ai un réflecteur non nul là, qui est localisé, c'est mon point rouge, dans des données assez bruitées. Si je regarde la séquence d'intercorrélation, eh bien, c'est beaucoup plus lisse, c'est très robuste au bruit, et puis le maximum, il correspond bien à la position que j'ai mise. Alors, j'ai enlevé l'axe là, mais vous me croyez, hein, là, il est bien au milieu là aussi. Donc ça marche très bien, c'est très robuste au bruit. Si j'ai plusieurs échos, si ces échos sont bien séparés,
Ça va être aussi des maxima locaux dans la séquence d'intercorrélation. Donc ça, c'est plus propre d'aller regarder la détection là-dessus que là-dessus. C'est beaucoup plus robuste au bruit. En revanche, donc là, je caricature un petit peu, je rapproche mes échos, là, je rapproche mes réflecteurs, et puis là, si je fais de l'intercorrélation entre ces séquences-là, finalement, vous voyez, j'ai par exemple des points au milieu là, qui sont des lobes secondaires de ma séquence d'intercorrélation, qui vont me rendre la décision difficile. À partir de ça, parce que le modèle de filtre adapté, pour moi, c'est quelque chose qui va localiser des points, mais en supposant qu'il y en a qu'un. On néglige les interférences entre les différents. Voilà. Donc, voilà, ça ne résout pas cette limite de résolution, puisque on ne dit pas quelque part, notre a priori qu'on a nous très fort en CND, de dire que je suis nul la plupart du temps. Je suis nul la plupart du temps. Donc je cherche quelque chose qui peut être défini partout, hein, sur mon axe, là, ou sur mes axes si c'est de l'imagerie, mais je veux contraindre que ce soit nul. Là, je ne le dis pas. Implicitement, je dis je cherche une position. Mais je ne formalise pas le fait que je cherche un petit nombre de réflecteurs non nuls. Voilà. Alors, je ne vais peut-être pas vous embêter trop longtemps avec des algorithmes. Alors moi, j'aime bien ça. Mais si ça vous plaît, vous venez me voir après puis on en discute. Hein. Mais juste quand même pour classer les méthodes parcimonieuses en deux classes, on va l'habitude de parler d'un côté d'algorithmes dits heuristiques qui vont dire, bah, tiens, ce qu'on a fait pour le filtre adapté là tout à l'heure, on peut le faire aussi itérativement. On cherche un défaut. Donc ça se formalise comme ça, les approches glouton, en français, ça glouton. C'est vieux comme des papiers de sélection de sous-ensembles, là c'est des choses assez anciennes. De dire, bah, tiens, finalement j'ai plein d'échos, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais faire le maximum de corrélation, je vais trouver l'écho le plus proche, le plus corrélé, c'est celui-là, c'est celui-là qui est le plus corrélé parce que c'est plus gros. Et puis bah, je vais l'enlever des données, j'enlève mon modèle, voilà. Puis je vais itérer, un deuxième écho, voilà, je vais itérer, hop, troisième écho, je vais itérer, quatrième écho, puis au bout d'un moment, je vais dire, oh, bah, il n'y a peut-être plus rien, je vais m'arrêter, je vais redétecter un certain nombre d'échos. Ça, c'est les classes d'algorithmes parcimonieux. Alors là, le plus connu s'appelle OMP, là, Golden Machine Pursuit. Bon, je vous passe les détails. C'est des choses qui ne coûtent pas très cher, parce que c'est une corrélation multipliée par le nombre d'itérations, par le nombre de réflecteurs que vous allez vouloir estimer. Donc, sur les signaux 1D, c'est efficace. Je vous présenterai quelques résultats là-dessus. Et puis, l'autre classe de méthode qu'on rencontre, c'est plutôt, alors c'est dommage, je ne voyais pas le mot qui est derrière, là, c'est les relaxations continues. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? La relaxation, c'est un terme qui nous parle à tous. En termes d'optimisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bah, tiens, je vais remplacer, j'ai ma fonction de coût là, avec ma fameuse norme L0 qui vient compter le nombre de composantes non nulles. Donc ça, je peux le décrire comme une somme de fonctions indicatrices de fait d'être nul ou non nul. C'est une fonction qui vaut 0 quand je suis nul, et puis qui vaut 1 partout ailleurs. D'accord? Ça représente ma norme L0. Donc c'est une fonction, elle n'est pas belle. Hein, à optimiser, c'est bordélique. On peut s'intéresser, je mène d'autres recherches là-dessus, c'est un problème combinatoire, en fait, c'est de trouver le meilleur ensemble de solutions. Donc c'est discontinu, c'est pas différenciable, c'est pas convexe, c'est moche. Mais c'est une belle fonction à optimiser, mais c'est compliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les relaxations, ben, on va substituer cette fonction. À cette fonction, on va essayer de la remplacer par une fonction plus simple à optimiser, et dont on espère que les solutions vont être assez proches. Voilà. Donc, j'ai mis 3 exemples là-dedans, là, de fonctions, donc somme de variables scalaires, là, donc des fonctions continues, c'est plus pratique, même différenciable la plupart du temps, c'est bien pour calculer des dérivés, des gradients, faire de l'optimisation. Paire, parce que les valeurs positives, négatives, c'est pareil. Et puis croissante, parce que sinon, après, on ne sait pas faire. Et puis, je vous en ai mis 3, là, comme ça. Alors, laquelle est la plus proche? C'est celle-là. Laquelle est la plus simple à optimiser? De bol, c'est l'autre. Pourquoi? Donc là, qu'est-ce que c'est cette fonction? Donc là, c'est une parabole quadratique. Là, c'est une droite, puis celle-là, c'est la racine carrée.
Alors, on peut montrer plein de choses. Donc, là, donc historiquement, quand on faisait les problèmes inverses, enfin, la régularisation des problèmes inverses, c'est de rajouter des pénalités quadratiques, Tikhonov, etc. Pourquoi? Parce que c'est facile à optimiser. Moindre carré plus un terme quadratique, ça s'optimise facilement. Il y a une solution analytique. On sait faire ça plutôt bien numériquement. C'est un estimateur linéaire, donc on sait dire plein de choses. Mais vous voyez que c'est loin. Hein, c'est loin, moi c'est loin de ce que je cherche, c'est loin de ma norme mètre zéro. Pour être plus précis, laquelle vous choisiriez, vous sauriez? Bon, on en met trois, parce qu'on ne sait pas trop, on va entre les deux. Compromis. Ben oui, on va entre les deux. Pourquoi? Parce que d'une part, on peut montrer que qu'il y ait une propriété qui est assez forte mathématiquement, c'est de dire que si ma fonction elle est strictement croissante en zéro, qu'il y a une singularité, qu'elle n'est pas lisse en zéro, eh bien le minimiseur va tirer des points en zéro. Il va y avoir des valeurs à l'optimum qui vont être nulles. Et c'est ce que je cherche. Moi, je veux des valeurs nulles dans mon x. Et donc ça, c'est une condition nécessaire et suffisante. Il faut que ma fonction soit non différentiable en zéro. Donc ça exclut le quadratique, ça exclut la parabole. Ça, c'est trop lisse, on n'en veut pas. Donc il reste ces deux-là. Alors celle-là, elle est plus proche. Elle a un mauvais goût quand on fait de l'optimisation. Elle a une propriété qu'on n'aime pas trop, c'est qu'elle n'est pas convexe. Elle est concave. La fonction convexe, c'est la fonction qui est toujours au-dessus de sa tangente. Ça, on sait optimiser parce qu'il y a... Crayon, c'est pas grave. On sait optimiser parce qu'on sait montrer qu'il y a un minimum unique. Il y a plein d'algorithmes dédiés à l'optimisation convexe. C'est pas inintéressant de chercher à optimiser des fonctions qui sont pas convexes, mais c'est moins garanti en termes de solutions. Donc on se restreint à l'optimisation convexe, donc le choix intermédiaire là, qui est à la fois convexe et non différentiable en zéro, ben c'est les deux demi-droites là, donc c'est la valeur absolue, ce qui vous donne une fonction qu'on appelle la norme L1. Voilà. Donc là, les gens qui ont moindre carré plus norme L1, ça c'est des problèmes qui excitent beaucoup de monde dans ma communauté de ce traitement du signal, problèmes inversés en optimisation aussi depuis 20 ans, 25 ans. Voilà. Donc on y prend un certain plaisir. Voilà. Donc, mais moi je fais ça, voilà, j'ai besoin de ça pour aller mettre à zéro des séquences de réflectivité. J'ai besoin de rajouter ce terme-là. J'ai envie en tout cas. Voilà. Donc, en résumé, nos approches, nous on va parler de problèmes inverses à la base de moins de carré, pénalisés soit par un terme en norme L0 avec des algorithmes gloutons. Là, on va retirer les choses une par une dans les données, que je vous ai montré tout à l'heure. Et mon parti pris, c'est de dire que ça marche très bien sur des problèmes indés, parce que sur des problèmes où on cherche à déconvoler des ASCAN, par exemple, où on a juste un petit nombre de réflecteurs, et ben, c'est pas cher. Voilà, on va payer ça. Si je cherche 10 réflecteurs, ben, je vais payer 10 itérations de type corrélation. Une petite mise à jour intermédiaire, mais qui n'est pas très coûteuse. À l'inverse, pour les problèmes de type imagerie, les images aussi, elles sont parcimonieuses, puisque la réflectivité dans un matériau homogène, qu'elles soient 1D, 2D, 3D, le matériau est homogène, isotrope, c'est pareil. Donc, si je veux favoriser le fait que j'ai des pixels à zéro, ben, je vais mettre, cette fois, je ne vais pas prendre une approche Gluton, parce que j'ai quand même beaucoup de pixels, donc ça va me coûter cher. Donc, je vais faire ça plutôt conjointement avec une méthode d'optimisation non différenciable, non lisse en zéro, là, avec ce terme en norme L1 qui va me favoriser le fait de mettre des pixels à zéro. Et puis nous, ce qu'on aime bien faire, c'est rajouter un terme quadratique, là, or quadratique parce que c'est simple, et puis avec un opérateur D, c'est l'opérateur de différenciation entre pixels voisins, qui va dire que finalement, ben, je vais favoriser une certaine régularité spatiale, donc que la valeur de mon image entre deux pixels proches, eh bien, elle soit assez régulière, en ligne et en colonne. Donc ça vous évite d'avoir des trous. Vous voyez, si je fais que de la norme L1, par exemple, là, j'ai une espèce d'entaille à reconstruire, là, c'est sur des données expérimentales. Là. Vous voyez, là, j'ai des trous au milieu, là, alors que normalement, j'ai quelque chose qui doit être continu. Et si je favorise, si je rajoute un terme quadratique, là, en favorisant que les valeurs proches de mes pixels dans mon image doivent être
que 2 pixels proches doivent prendre des valeurs proches, c'est ce que dit ce terme-là, et bien je vais en quelque sorte boucher les trous, quoi. Je vais éviter qu'il y ait des trous. D'accord? Voilà. Mais je veux quand même avoir des zéros la plupart du temps. Alors, vous voyez, mon image, elle est nulle au tout. Voilà. Alors, je vous passe les aspects d'optimisation. Vous verrez à la fin un résultat que ça coûte cher par rapport à. On ne vise pas du temps réel avec ces approches-là, en tout cas pas pour l'instant. Je n'en dis pas plus au niveau implémentation. Montrer quelques résultats. Dans un premier temps, sur des ASCAN, donc sur des problèmes à un seul capteur, émetteur-récepteur, ou éventuellement un émetteur et un autre récepteur, ça fait jamais qu'un seul signal, hein, où on cherche à déconvoluer, donc une fois de plus, à construire quelque chose de parcimonieux à partir d'un mélange d'échos, c'est le problème dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est une manip. Alors, Manet, je suis désolé, je crois que le logo du lot m'a changé. Tu m'en voudras pas. C'est des manips qu'on avait faites avec un collègue du LOM, là, Aaron Duclos, que vous verrez à l'école d'été pour ceux qui sont là. Alors c'est une manip de labo, hein, ça reste académique, où on cherche. Donc là, on est dans un aquarium, en gros, et puis on tire dans une plaque, et puis on cherche à regarder les échos qui reviennent de cette plaque. Et alors, si on est en incidence normale, bah, finalement, j'ai un train d'impulsion qui va revenir régulièrement espacé, puisque l'espace entre deux échos là, va correspondre à un aller-retour dans donc c'est quelque chose dont on peut servir pour mesurer l'épaisseur, par exemple, hein, de mesurer la distance entre les différents échos, puis convertir le temps de vol entre différents échos, puis convertir ça en distance, si on connaît la vitesse du son. Donc là c'est un exemple de résultat qu'on peut avoir avec une approche de type déconvolution, hein, où là j'ai calibré ma réponse instrumentale là, de mon capteur. Puis là, ce sont mes données, et là-dedans, j'ai plein d'échos qui se chevauchent. J'ai plein d'échos qui se chevauchent. Alors, vous voyez, vous voyez pas. Alors, c'est pas l'exemple du dessus. Là, les échos sont séparés. Là, les échos sont plus proches. Une fois de plus, la plaque est trop petite pour que les échos soient séparés quand on inspecte. Et puis, ben, moi, avec une approche plutôt de type Gluton, là, on enlève les échos un par un, on arrive à reconstruire ça. Donc, on sait que le premier pic est positif, puis les autres sont négatifs. Hein. Le premier, c'est l'écho de surface, puis les autres ont un changement de phase. On parlait ce matin un changement de phase parce qu'ils ont traversé le matériau en aller-retour. Et donc voilà, à partir de ce signal-là, moi je suis capable de prédire ce signal-là comme étant la superposition de 4 échos localisés en ces valeurs rouges avec les amplitudes associées, puis ça matche très bien aux données, bien sûr. C'est fait pour. Voilà, donc là sur une plaque assez petite, on arrive à déconvoluer. Je ne sais pas de quelle heure il est. Moins 10. 10. Ok, je zappe ça. On pourrait raffiner le modèle en mettant de la physique, de l'atténuation, de la dispersion de l'onde qui se propage. J'ai une animation de toute façon, mais je n'ai pas le temps de la finaliser, donc je ne vous la fais pas. C'est dire que l'onde se déforme au fur et à mesure de sa propagation. Dans les matériaux atténuants, dispersifs, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait formaliser dans le cas des problèmes inverses. Et puis, on a fait une expérience comme ça dans du plexi, et puis pour détecter un manque d'usinage, par exemple, dans une pièce près du fond, là, et puis le modèle marche mieux, on y arrive aussi avec une méthode de type parcimonieuse. Je passe. Imagerie. Imagerie. Donc, ce qu'on a fait pour modéliser chacun un ASCAN, là, pour la déconvolution AD, on peut étendre ça à un ensemble de signaux émetteurs-récepteurs. Hein. J'ai toujours le même modèle où finalement, mon signal a subi un trajet, je ne sais pas où c'est, j'ai balayé les différents pixels d'une image. Dans un seul signal, j'ai des indéterminations, mais si j'ai plein de signaux, je peux chercher à localiser spatialement. Donc, je peux toujours formuler un modèle linéaire. Alors ça, c'est très gros. Là, y, c'est un ensemble de n carré signaux, où n, c'est le nombre de capteurs. Et puis O, c'est l'image que je cherche à construire. J'ai toujours un modèle linéaire, donc je cherche à inverser, donc à retrouver O. Toujours pareil, à partir de ce genre de formulation avec de la parcimonie puis du lissage spatial. Alors, ça coûte cher. Je vais les coûter cher. Je vous montrerai après.
parce que c'est très gros, hein, c'est le nombre de coefficients dans la matrice H. Alors bien sûr, on ne construit pas de matrice à 500 milliards de pixels, mais on calcule des produits avec des ruses, des techniques numériques, en particulier de l'implémentation sur GPU. Et puis, donc là, c'est un exemple de résultat où donc là, j'ai une sonde qui est en surface, là, donc c'est dans de l'alu, et puis j'ai 2 trous qui sont séparés d'1 millimètre, là, à 26 cm de la sonde. Donc l'image DAS, l'image linéaire que j'arrive à former, elle ressemble à ça. Voilà. Mais une fois de plus, l'image linéaire, c'est dommage. Alors moi, je paye le prix d'une inversion, d'optimisation, et puis ce que j'arrive à remonter en réglant bien lambda 1, lambda 2, hein, et puis en attendant que ma solution soit là. Alors j'ai quelques oscillations là encore qui sont dues à des rebonds de ma forme d'onde, etc. Mais j'arrive à séparer mes deux tâches dues à mes trous. C'est pas parfait. Une distance entre les 2 trous qui est pas stupide non plus par rapport à ce que je cherche. J'arrive à déconvoluer en quelque sorte, à reconstruire quelque chose de parcimonieux parce que j'ai payé pour ça. La dernière chose que je voulais vous dire, donc ça coûte très cher. Je vous montrerai juste après, j'ai une planche sur le temps de calcul. Les derniers travaux, là, c'était la thèse de Nance Laroche, c'était de dire, mais finalement, ce modèle temporel, je peux le projeter dans l'espace de mon image DAS. Donc l'image DAS, c'est l'image que j'ai une fois plus en sommant mes signaux au bon temps de vol. Donc c'est un processus qui est plutôt, c'est binaire. Je vais sélectionner dans chaque signal la bonne valeur pour la mettre en bon temps de vol. Donc je peux formuler ça sous une forme linéaire. Si dans ce modèle de signal, j'injecte ma forme d'onde acoustique qui oscille, etc., je me retrouve avec un modèle qui relie l'image DAS à l'image que je chercherais, l'image idéale de réflectivité, avec un opérateur entre les deux qui est une sorte de PSF, qui est une sorte d'opérateur de convolution qui passe d'un espace image à un espace image, alors qu'on peut étudier un peu plus près. Donc c'est des opérateurs qui va dire, bah, tiens, si j'ai un point, si j'ai une image où j'ai juste un point non nul, bah, ce point va faire une tâche. Voilà. Donc là, ce point-là, alors là, attention, les axes ici, ils ne sont pas les mêmes que là. Hein. Ce point-là va me donner, autant pour moi, ils sont les mêmes. Donc ce point-là, il va se manifester dans l'image DAS par une tâche, ce que j'appelle la PSF, hein, fonction d'étalement de ce point. Alors cette PSF, elle n'est pas stationnaire dans l'espace, parce que c'est géométriquement, il n'y a pas de raison qu'elle le soit. Donc si je me mets en haut, vous voyez, elle change, elle tourne, elle est plus ou moins étalée selon que je suis en haut ou en bas de l'image. Mais je peux le prédire par calcul, je pourrais le calibrer aussi. Nous, on le prédit par calcul numérique. Hein, et puis, histoire que ça ne coûte pas trop cher, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de calculer la PSF en tout point de la scène que je cherche à reconstruire, on va interpoler, c'est-à-dire qu'on va définir en quelques points de référence un peu partout dans l'image, et puis on va dire que ça bouge lentement quand je vais de là à là, la PSF entre les 2 points, là, je peux l'interpoler à partir des 2 PSF de référence. Je vous passe le formalisme, ce qui permet du coup de limiter le stockage mémoire de la PSF en tout point, ce qui permet également, d'après si on a des vrais PSF, des vrais modèles de convolution, donc de PSF stationnaires dans le champ, c'est le cas sous cette hypothèse, on peut exploiter ça pour calculer les choses rapidement. Pour une convolution, c'est une transformée de c'est un produit simple des transformées de Fourier, donc ça se calcule très vite par FFT. C'est là. Parfait. Donc voilà, bon, du coup, c'est juste pour dire qu'en gros, ça ne dégrade pas trop la qualité des résultats. Le but, c'était de partir non pas des données brutes, mais de l'image DAS pour reconstruire la même chose. Ça ne dégrade pas trop la qualité des résultats, mais ça coûte, en revanche, c'est beaucoup moins coûteux en temps de calcul. Alors, là, les fonds sont un peu petites, notamment la distance. Donc, là, c'est des secondes. Hein, que vous voyez en échelle log. Là, j'ai 0, 1, 10, 100 000 secondes. Donc là, l'approche 1, là où on inverse les données temporelles, et puis là l'approche 2, où on inverse l'image DAS. Alors, ça ne dépend pas du nombre de capteurs, ça c'est l'avantage, hein, puisque notre donnée de départ, c'est une image. Mais en revanche, ça dépend de la taille de l'image qu'on cherche à reconstruire, bien sûr, lors de quelques secondes. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Bon, voilà, donc, une méthode à base de problèmes inverses et de formulation de modèles directs et d'inversion, on peut aller loin en résolution, c'est sûr, grâce à cette hypothèse de parcimonie. Alors ça coûte cher, c'est sûr, on n'est pas dans le temps réel. Les pistes pour aller pour aller au-delà, c'est d'une part pour réduire l'information en disant tiens, j'ai peut-être pas besoin d'acquérir toute l'information que j'ai, parce que la plupart de l'information ne sert à rien, parce que c'est zéro. Donc, c'est d'aller éventuellement optimiser les séquences d'acquisition
d'aller regarder, de reconstruire que là où il y a de l'intérêt. C'est-à-dire que de savoir décider assez rapidement dans une zone, ceci, il n'y a rien à reconstruire, pas de défaut, par les approches type multi-résolution, multi-échelle éventuellement, pour aller concentrer le temps de calcul là où il y a besoin et voir, aller chercher de la complémentarité avec ce que vous développez ici avec l'imagerie à base de corrélation, par exemple. L'imagerie à base de corrélation, c'est ultra rapide, c'est très bien. S'il y a encore des problèmes de résolution dans des zones, et bien, finalement, ça pourrait être l'occasion d'aller faire un zoom là-dessus avec des méthodes plus avancées, type parcimonieuse, par exemple. Voilà, bon, le sprint est fini. Je vous remercie qui été là.